notre branche professionnelle, Présence, en partenariat avec les services de santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté. Ma collègue Nathalie Carré et moi-même, Laurence Dijoux, sommes IPRP, intervenants en prévention des risques professionnels au service de santé au travail de MT71. Nous allons traiter des risques chimiques et notamment du rôle des services de santé au travail pour préserver la santé des salariés exposés. Donc les risques chimiques qui sont issus des produits chimiques utilisés dans les entreprises ou des procédés utilisés dans les entreprises sont très présents partout. Beaucoup de salariés sont exposés. Et ce risque chimique, il représente la deuxième cause de maladie professionnelle en France. Chaque année, il y a près de 1800 tableaux cancers professionnels reconnus, dont 1400 au titre de l'amiante, puisqu'il y a toujours des expositions à l'amiante liées à des expositions très anciennes, puisque c'est une substance à effet différé. Et on sait qu'il y a une sous-déclaration de ces cancers professionnels. Dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, il y a à peu près une centaine pour le régime général de tableaux de maladies professionnelles et plus de 80 concernent le risque chimique. Donc, on a un salarié sur 3 qui est exposé à au moins un produit chimique et on a un salarié sur 10 qui est exposé à au moins un CMR, un cancérogène, mutagène ou reprotoxique. Ça représente donc la deuxième cause de maladie professionnelle en France. Ces tableaux d'exposition au risque chimique représentent la deuxième cause de maladie professionnelle en France. Après les troubles musculo-squelettiques. Donc un salarié, il va être exposé, pourquoi? Parce qu'il va être en contact avec un produit chimique ou un agent chimique. Un contact, la première voie d'entrée des produits dans l'organisme, c'est la respiration, donc c'est la voie inhalatoire, puisqu'on respire les produits qui sont en suspension dans l'air dans les lieux de travail. On peut être également exposé par la peau, par le contact avec la peau des mains ou la peau des avant-bras selon les circonstances de travail. Les produits vont pouvoir pénétrer, un certain nombre de produits vont pouvoir pénétrer par la peau et au contact des produits ou des surfaces souillées. Ensuite, on a une troisième voie d'entrée qui est la voie digestive. Donc, ce n'est pas en avalant les produits, mais c'est en portant les mains souillées préalablement avec des produits qu'on va pouvoir ingérer une partie des polluants qui sont sur notre peau. Les produits chimiques ont des caractéristiques physico-chimiques et toxicologiques. Nous, ce qui nous centre aujourd'hui, c'est l'aspect santé, l'impact sur la santé des agents chimiques, mais aussi, il y a évidemment tous les autres aspects concernant la sécurité des installations et des ambiances de travail qui sont concernés par les caractéristiques physico-chimiques, notamment pour les risques incendie, explosion et pollution. Donc, ça concerne, comme on l'a dit, un très grand nombre d'entreprises. Et ces risques restent malgré tout insuffisamment connus et probablement sous-estimés dans leur importance. De nombreux secteurs professionnels sont concernés. Les garages, la métallurgie, les entreprises de nettoyage, les entreprises du soin, les coiffeurs, l'imprimerie, les pressings, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et on prend de plus en plus en compte maintenant la notion de polyexposition, c'est-à-dire l'exposition à plusieurs produits chimiques, puisqu'effectivement, on doit prendre en compte l'additivité d'un certain nombre de substances dans l'organisme. Donc les expositions chimiques au poste, elles sont caractérisées par les produits utilisés,
qui sont des produits étiquetés avec un symbole de danger et des symboles de danger santé, notamment, donc comme les huiles moteurs, les fluides de coupe, les encres, les solvants, les produits de nettoyage, les dégraissants, aussi des matériaux qui peuvent être étiquetés comme les fibres céramiques réfractaires, les laines minérales, les baguettes de soudage par exemple, ou la nature des métaux d'apport. Donc ça constitue les produits qui rentrent dans l'entreprise et qui vont être utilisés, qui font l'objet d'une fiche de données de sécurité qui vous est adressée par le fabricant. Première source d'information sur les dangers. Ensuite, sur les lieux de travail, on a les agents chimiques émis par une activité ou par un procédé, comme par exemple la poussière de bois. Le fait de poncer la planche, ça crée la poussière. La fumée de soudage, qui sont des mélanges de constituants de composés avec des particules gazeuses, solides et autres. Des poussières de silice cristalline, les émissions d'échappement de moteurs diesel, aussi les vapeurs organiques. Donc ces deux modes d'exposition, ces deux types de pollution sur les lieux de travail doivent être évalués par l'employeur et font l'objet du coup d'une identification pour suivre les composés qui exposent nos salariés. La réglementation, elle est complexe et également insuffisamment appliquée parce que complexe et l'évaluation étant sous-estimée, la réglementation peut être mal mise en œuvre. Donc on a deux parties dans le Code du travail, une partie qui va traiter la réglementation et les obligations de l'employeur, notamment concernant les agents chimiques dangereux. Donc ce sont tous les produits qui sont étiquetés d'un symbole de danger, que ce soit santé, environnement ou risque physique, incendie, explosion, et une réglementation spécifique pour les produits spécifiquement classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui impose des mesures complémentaires plus engageantes pour l'employeur par rapport à la protection des salariés. À côté de ces deux dispositifs, il y a aussi des dispositions spécifiques en matière d'amiante, notamment de silice, de plomb et d'autres composés qui font l'objet de réglementations spécifiques. Concernant les risques émergents, ceux pour lesquels actuellement on est de plus en plus vigilant, ce sont les perturbateurs endocriniens qui sont des substances intégrées dans un certain nombre de produits qui vont perturber notre organisme et notamment notre système hormonal et provoquer des dysfonctionnements de notre organisme. Ces perturbateurs endocriniens font l'objet d'une vigilance accrue de notre part dans le repérage. Et puis les nanoparticules qui sont actuellement aussi utilisées dans beaucoup de procédés et qui nécessitent une vigilance accrue actuellement. Parce qu'on ne connaît pas encore les effets à long terme de ces nouvelles substances. Donc les risques, ils sont difficiles à appréhender pour les adhérents, plus ou moins. On sait que les salariés vont être sensibilisés aux effets immédiats. On va tout de suite caractériser un produit comme étant irritant, ou il irrite les yeux, il fait mal à la tête, il brûle la peau. Donc là, ce sont des effets qui sont faciles à identifier et dont on va d'autant se méfier quand on les utilise. Par contre, ce qui est plus difficile à apprécier dans les entreprises de la part des salariés et des employeurs sont les produits qui ont des effets à long terme, notamment les cancérogènes, mais aussi les produits qui peuvent provoquer de l'asthme ou des sensibilisations respiratoires ou cutanées, voire des autres affections toxiques sur certains organes. Compte tenu de ces informations, quel est le rôle des services de santé au travail pour préserver la santé des salariés exposés? Avec quelles ressources on travaille et comment? Quels outils, quels moyens? Donc, au centre de notre dispositif de santé au travail, on a les équipes pluridisciplinaires qui sont composées
avec la place centrale, le médecin du travail, qui anime et coordonne cette grosse équipe. Ils sont tous des professionnels de santé formés au risque professionnel. Donc le médecin du travail, il a deux actions importantes. Il travaille sur l'individuel, l'individu, dans le cadre du suivi de santé et des visites médicales. Et puis, il a aussi une action qu'on appelle action en milieu de travail, les AMT, où il va se rendre compte des circonstances de travail et des expositions réelles des salariés. Pour l'aider dans ses missions, on a des infirmiers en santé au travail qui ont une mission également centrée sur l'individu et le suivi individuel de la santé. Et qui ont ces infirmiers en santé au travail ont un gros rôle dans la prévention, la sensibilisation et l'information des salariés. Ils peuvent aussi évidemment faire des sensibilisations sur les risques pour le collectif, des groupes de travail, et puis également aller aussi faire des études de poste en milieu de travail, mais c'est pas leur mission principale. Et puis on a comme professionnels de santé aidants dans l'équipe, les IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont des psychologues, des toxicologues, des ergonomes, etc. Et puis des assistants santé-travail qui font partie intégrante de l'équipe et qui vont s'occuper plus particulièrement des petites entreprises, qui vont également sur le terrain pour identifier les circonstances d'exposition et les dangers dans les entreprises. Ça, ce sont les ressources. Concernant les premières étapes qui vont nous donner les informations sur les risques santé liés aux produits chimiques, on a deux choses. La première, elle vient de l'entreprise. C'est le résultat de votre évaluation du risque chimique intégré à votre document unique d'évaluation des risques. Il doit recenser l'ensemble des produits chimiques étiquetés, utilisés dans vos tâches, dans vos ateliers. Et puis, il doit recenser également les substances émises dans les ambiances de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, les produits émis des procédés. Il doit également tenir compte, renseigner la partie prévention en place, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel, et déterminer aussi les actions qui sont mises en œuvre pour limiter les risques identifiés. Quand on est une grosse entreprise, on a relativement bien fait cette évaluation des risques. Et quand on est une petite entreprise, on a du mal à faire cette évaluation des risques. Les services de santé au travail peuvent vous accompagner dans ces démarches et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que c'est important pour la suite et pour le suivi des salariés. Il y a un deuxième document source d'information que l'on appelle la fiche d'entreprise. Donc elle est établie, elle est de la responsabilité du service de santé au travail, elle est établie par un membre de l'équipe pluridisciplinaire et elle va consigner les risques professionnels existants ainsi que les effectifs concernés par notamment les risques chimiques, mais tous les autres risques aussi. C'est une source d'information précieuse par rapport, puisqu'on va observer aussi dans quelles conditions sont utilisés les produits avec les environnements de travail, pareil, les préventions mises en œuvre, et c'est vraiment l'œil santé-travail du professionnel du service de santé au travail qui va apporter la plus-value par rapport à votre document unique. Donc, quand on fait cette fiche entreprise, on est amené à vous demander de nous fournir des renseignements issus de votre évaluation des risques, issus de la collecte de vos fiches de données de sécurité, tous ces renseignements, on en a besoin pour préciser le contour des expositions chimiques de vos salariés. Donc, ils vous seront demandés et c'est pas pour vous embêter, mais il faut vraiment qu'on y ait accès. Je vais laisser la parole à Nathalie qui va intervenir plus sur les moyens et les outils. Alors, en plus des deux éléments que l'on vient de voir sur le document unique et la fiche d'entreprise, il existe aussi des outils complémentaires qui vous permettent d'aller plus loin dans l'évaluation des risques chimiques. Alors, on vous a donné un exemple ici d'outils qui est assez riche, mais il en existe bien évidemment d'autres comme Colibrisc par exemple.
Donc cet outil vous permet d'aller plus loin et l'objectif sera de répondre aux obligations légales qu'on a vues précédemment, d'évaluation du risque chimique, de sécuriser votre activité, puisque en plus des dangers santé seront évoqués aussi les dangers par rapport à l'incendie, l'explosion et l'environnement, et d'améliorer surtout aussi les conditions de travail et préserver la santé des salariés. Donc, Serish est un logiciel téléchargeable et utilisable librement. Vous avez ici l'adresse et c'est un outil qui est vraiment tout public, plusieurs niveaux d'utilisation. Alors pour les néophytes, pour les initiés et pour les experts. Donc vous pouvez passer d'un niveau à l'autre très facilement une fois que vous maîtrisez bien l'outil. Donc, ces outils d'évaluation du risque chimique vous permettent de réaliser un inventaire des produits utilisés dans votre établissement et également des agents émis. On l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est poussière de bois, fumée de soudage, etc. Donc, si vous disposez notamment des fiches de données de sécurité sous format numérique, ces documents-là peuvent être cryptés dans l'outil et ça vous facilite aussi le travail de l'inventaire puisque des données seront alimentées automatiquement comme l'étiquetage et puis des mentions de danger, conseils de prudence. La deuxième étape, donc déjà sur la partie inventaire, vous voyez peut-être pas très bien ici, mais vous aurez, une fois que vous aurez fait la saisie des produits et des agents émis, un visuel sur la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, donc ils seront assez facilement repérables. La deuxième étape d'évaluation du risque chimique, donc où l'on prendra en compte en fonction du niveau d'utilisation des conditions d'exposition et des mesures de prévention qui sont en place, comme notamment le captage à la source et aussi, en dernier recours, donc des protections individuelles qui seront portées. Donc, au niveau de l'étape 2, vous pourrez avoir une hiérarchisation des situations de travail, produits et procédés en fonction des niveaux de risque. Donc, en rouge ressortiront ceux qui ont un risque élevé, que ce soit pour la santé, l'incendie et l'environnement. Donc, nous, ici, particulièrement, la santé qui nous intéresse. Et vous pourrez établir également un plan d'action de prévention, donc définir les actions que vous allez mettre en œuvre pour réduire le risque au plus bas possible. Cet outil connecté à Internet vous permet de mettre à jour les référentiels, ce qui fait que si les substances évoluent, leur classification évolue, une substance devient cancérogène, eh bien le niveau de risque pour le produit concerné sera revu. Ce qui vous permettra notamment de peut-être déclencher de nouvelles actions de prévention comme la substitution. Cet outil permet également d'éditer des étiquettes dans le cas où vous réalisez des transvasements. Vous savez que tout produit transvasé doit être étiqueté comme l'emballage d'origine. Donc, des étiquettes peuvent être éditées avec cet outil-là. Et donc, possibilité aussi d'établir les fiches d'exposition et les notices au poste de travail. Donc, après l'accompagnement de l'entreprise pour son évaluation du risque chimique, nous pouvons, au niveau du service de santé au travail, suivre ainsi les agents chimiques qui sont utilisés chez un adhérent et nous permettre donc de repérer les produits qui contiennent des substances préoccupantes comme les CMR, les sensibilisants, les perturbateurs endocriniens, comme vous l'a précisé ma collègue auparavant. Donc là, l'accompagnement donc nous permet de collecter vos FDS, fiches de données de sécurité, et d'avoir une expertise sur les substances qui sont contenues dans les produits que vous utilisez.
Alors, au niveau de MT71, nous allons utiliser très prochainement une base d'informations toxicologiques nommée Code Toxidis, donc développée par le pôle santé-travail dans les Hauts-de-France à Lille, qui nous permettra de suivre les produits présents chez un adhérent dans le temps, ce qui nous permettra aussi de vous alerter sur les FDS qui sont obsolètes parce qu'elles sont trop anciennes, et en fonction de la classification des produits, de vous aiguiller aussi sur la substitution des produits et la mise en place de mesures de prévention. Donc, comme substances préoccupantes, on rappelle ici les substances qui provoquent un cancer, des anomalies génétiques ou qui peuvent nuire à la fertilité ou au fœtus. Mais également les sensibilisants, que ce soit les sensibilisants respiratoires ou cutanés, comme on vous l'a précédemment évoqué. Autre action des services de santé au travail, c'est la mesure des expositions des salariés aux produits chimiques. Alors, nous pouvons être à même de réaliser des prélèvements d'atmosphère. Donc, ces prélèvements sont réalisés par le service de santé au travail uniquement dans un but d'aider l'employeur dans son évaluation intermédiaire. Mais en aucun cas, on se substituera aux prélèvements d'atmosphère qui doivent être réalisés par des organismes accrédités. Et l'objectif de ces prélèvements d'atmosphère est essentiellement de vous aider à mettre en place des mesures de prévention, mais pas seulement de comparer les résultats aux valeurs limites qui sont définies. Nous pouvons aussi réaliser des prélèvements surfaciques, donc en fonction des conditions. Ce sera surtout pour les composés qui sont susceptibles de souiller des surfaces de travail ou de s'y déposer. Donc là, c'est une contamination qui peut conduire à une exposition secondaire des travailleurs par contact avec ces surfaces souillées. Et donc, ça devient une voie d'entrée des composés toxiques dans l'organisme, soit par voie cutanée, soit par ingestion involontaire si on porte les mains au niveau de la bouche. Et indirectement aussi, ça peut être par voie respiratoire s'il y a remise en suspension dans l'atmosphère de ces particules qui sont déposées, notamment dans les ateliers en cas de courant d'air, par exemple, ou l'utilisation effectivement de la soufflette qui malheureusement génère aussi la remise en suspension des particules ou des composés déposés. Autre rôle, c'est d'assurer une traçabilité des dangers et des expositions des salariés. Donc la traçabilité au niveau réglementaire est quand même relativement récente et elle a été morcelée. On a eu plusieurs dispositions du Code du travail qui ont permis la traçabilité des expositions, notamment en 2001 pour tout ce qui concerne les agents CMR, donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. En 2003, également pour les agents chimiques dangereux. Et donc pour ces deux décrets, donc CMR et ACD, il était obligatoire d'établir une fiche d'expo et notamment aussi d'une attestation d'exposition qui était remise aux salariés. Donc ces attestations d'exposition ont été remplacées dans le temps en 2015 par la fiche de prévention des expositions aux facteurs de risque professionnels. On l'appelait plutôt fiche pénibilité. Donc cette même fiche de pénibilité a été abrogée en 2017 pour le risque chimique. Elle est restée pour seulement 6 autres facteurs. À force. Au-delà de ces documents, donc qu'est-ce qui nous permet à ce jour d'assurer la traçabilité des salariés exposés? Donc on a effectivement les notices au poste de travail si elles existent dans vos différents établissements et les informations obligatoires qui sont tenues à la disposition des salariés pour tout ce qui est agent CMR. On aura aussi dans les plans de prévention qui peuvent être établis et qui mentionnent les agents dangereux et les postes à risque dans le cas des emplois d'intérimaires. Donc, c'est tous ces documents-là actuellement concourent à
à la traçabilité des expositions, d'où l'importance d'évaluer le risque pour pouvoir tracer dans le temps les expositions au risque chimique. Donc, les services de santé au travail assurent également auprès des adhérents une veille toxicologique et on vous informe en fonction des évolutions des classifications des substances et des travaux procédant des exposants à des agents CMR. Donc, on essaie de vous informer dès que ces nouvelles classifications entrent en vigueur. Donc, si on reprend la dernière information mise à jour sur notre site MT71, il s'agit de la classification du cobalt, classé comme CMR depuis le 1er octobre 2021. Donc, on retrouve le cobalt alors dans de nombreux alliages résistants qui sont utilisés soit dans les industries aéronautiques, la métallurgie, les alliages chirurgicaux, les prothésistes dentaires et il sert aussi de liant pour tout ce qui est carbure à base de carbure de tungstène. Bon, là, on rentre un peu peut-être plus dans ce qui est difficile. Donc, le cobalt est classé donc depuis le 1er octobre, donc 1B peut provoquer le cancer et reprotoxique 1B également peut nuire à la fertilité. Donc, on informe l'adhérent des effets sur la santé du cobalt et on précise aussi aux employeurs que si ces salariés sont exposés au cobalt, à ce moment-là, ils doivent informer le service de santé au travail. Alors nous, à MT71, c'est via notre espace adhérent, sur l'exposition de tel et tel salarié au cobalt, donc agent CMR 1A, 1B, et le médecin du travail peut ensuite assurer un suivi individuel renforcé, mais il doit en avoir la connaissance. Donc là, on va peut-être aller un tout petit peu plus vite. Donc, au niveau des agents CMR, il y avait eu aussi au 1er juillet 2021, alors là, on n'est plus dans la substance, mais on est dans les procédés qui exposent à des agents CMR, et c'était les travaux qui entraînent une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur. Je vous assure, je reconnais que cette phrase est un petit peu longue, mais en gros, c'est donc l'exposition aux huiles de vidange usagées qui concernent donc la maintenance, les activités de maintenance, les garagistes, les mécaniciens, voilà, mais aussi les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel, donc également les mécaniciens et les techniciens de contrôle dans les contrôles techniques. Donc là, ces salariés, s'ils sont exposés à ces travaux, doivent être classés dans la catégorie CIR, donc suivi individuel renforcé. Agent, c'est à considérer comme un CMR de catégorie 1A ou 1B au sens du décret de 2001. Autre information qui concerne cette année 2021 sur la classification des travaux CMR, c'est les poussières de silice cristalline qui sont aussi désormais classées cancérogènes au sens du décret de 2001, comme des CMR 1A, 1B. Et là, on retrouvera donc les travaux de construction, le béton, le sable, les fonderies, la verrerie, voilà, la pierre. Tous ces travaux-là exposent les salariés aux poussières de silice cristalline. Donc, dans notre information, on reparlera de où on le retrouve, quels sont les effets sur la santé, les activités concernées, les obligations de l'employeur, s'il expose ses salariés aux poussières de silice cristalline, les évaluations et la prévention du risque, et bien sûr la surveillance médicale. Mais en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de précisions concernant ces expositions. Les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail sont là aussi pour orienter les actions en milieu de travail et promouvoir des conseils en action de prévention primaire. C'est toujours préférable d'agir en prévention primaire que trop tard dans le temps.
Donc, parmi les actions de prévention, bien sûr, on privilégiera la suppression, mais souvent, c'est quand même difficile. Donc, si on peut pas, s'il s'agit d'un produit ou classé dorénavant CMR, on essaiera de voir s'il est possible de le substituer. Si c'est pas possible, est-ce qu'on peut travailler en vase clos? Si c'est pas possible, alors quelle autre mesure de prévention collective pourrez-vous mettre en place? Comme un captage à la source, un encombrement et en dernier recours, donc on mettra en place la prévention, protection individuelle, protection cutanée, protection respiratoire. Et là aussi, les services de santé au travail sont à votre disposition pour vous aider dans la matière de gants qui est recommandée pour le produit utilisé. Attention, certains produits laissent passer, dégradent le gant et laissent passer le produit. Donc, il faut être vigilant sur le matériau du gant utilisé. Idem pour les masques de protection respiratoire, en fonction s'il s'agit de polluants particulaires ou non, sur le choix des cartouches en cas d'utilisation de solvants, par exemple. Et donc, parmi les mesures de prévention, il y aura également les consignes qui seront données aux salariés exposés, qui ne savent pas toujours à quoi ils sont exposés d'ailleurs. Enfin, le médecin du travail, avec tous les éléments d'évaluation des risques chimiques, pourra adapter le suivi de santé des salariés. Et tout cela grâce à l'expertise sur les substances qui sont présentes chez vous. Comme il aura connaissance des substances des produits utilisés, il pourra assurer un suivi des organes cibles. Réaliser une surveillance biologique des expositions professionnelles, ce qu'on appelle la biométrologie, dans certaines situations seulement. Et cette biométrologie permet d'évaluer l'exposition d'un travailleur à un agent donné. Les données collectives pourront être transmises pour mettre en place des actions de prévention complémentaires. Enfin, on pourra aussi vérifier, avec la connaissance des produits chimiques utilisés, vérifier des incompatibilités qui sont liées à un état de santé ou à une pathologie, comme par exemple les grossesses, les substances toxiques pour la fertilité, le fœtus, les substances sensibilisantes, les pathologies respiratoires et cutanées. Enfin, de nouvelles choses vont arriver prochainement. Les missions du médecin du travail vont prochainement être renforcées avec la loi Santé au travail du 2 août 2021. Plusieurs points sont abordés, dont notamment la visite médicale de mi-carrière, les polyexpositions qu'on a abordées tout à l'heure, les surveillances post-exposition. Dans l'immédiat, c'est un petit peu tôt de développer ce sujet-là puisqu'on est en attente des décrets d'application. D'ores et déjà, quand même, on a le décret du 9 août 2021 qui précise les catégories de travailleurs qui bénéficieront de la visite médicale de fin de carrière. Donc, notamment les salariés qui bénéficieront d'un suivi individuel renforcé. Je vais laisser la place à ma collègue pour la petite conclusion. Voilà, donc je pense que de toutes ces informations, un point important qu'il faut retenir entre vous, entreprises, et nous, services de santé au travail, c'est qu'on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de partager nos informations et c'est qu'à cette condition-là que le suivi des salariés pourra être le plus adapté possible. Voilà, donc ça c'est un point important. Et puis des remontées que nous avons des médecins du travail et des infirmiers en santé au travail qui sont nos collègues proches dans les équipes pluridisciplinaires, c'est que les salariés en individuel ne savent pas souvent à quoi ils sont exactement exposés. Et là peut-être c'est un axe de travail qu'on peut envisager ensemble, même à de large envergure, comment améliorer la connaissance des risques
individuelle des salariés au travail. Voilà, ça c'était pour notre petite conclusion. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour les questions. En tout cas, merci de votre attention. Alors, on a une première question. Est-ce que les outils que vous avez cités sont gratuits? C'est riche, etc. Oui, ce sont des outils qui sont, ce sont des outils téléchargeables sur les sites de l'INRS ou sur d'autres sites, mais qui sont libres d'accès et gratuits. C'est fait pour aider à la prévention. Oui. Et recommandé par les institutions INRS, ministère du Travail, MSA, CNP, INERIS, etc. Les organismes de prévention chimique, du risque chimique. Alors, autre question. Pour une entreprise de nettoyage intervenant chez divers clients avec des locaux, des risques différents, faut-il séparer client par client ou faire une évaluation générale des risques, tous sites confondus? Alors, Nathalie me donne quelques informations. Moi, je dirais qu'il faut faire une évaluation des risques globale par rapport à la tâche. Hein, le métier, c'est quoi et quels sont les risques du métier de façon générale. Et après, sur chaque site, il faut absolument noter s'il y a des différences entre l'exécution des tâches et notamment les expositions aux produits ou les circonstances d'exposition aux produits. Il faut que ce soit par site. Donc, c'est une unité de travail différente pour qu'on puisse savoir quel salarié se trouve dans telle unité de travail et donc il va être exposé à telle circonstances d'exposition, tel produit. Je pense que c'est ça. Oui, ma collègue me dit oui, donc elle est du même avis que moi. Alors, autre question concernant les céramistes qui tournent ou qui émaillent. Est-ce qu'ils sont soumis à la réglementation sur la poussière de silice cristalline alvéolaire? Absolument. Ce sont des circonstances de travail qui relarguent des poussières siliceuses dans l'atmosphère et ça fait partie des procédés de travail qui sont exposés à la poussière de silice cristalline. Et donc, c'est la même chose pour le cobalt. Le cobalt est un pigment, hein, voilà, souvent utilisé, c'est la même chose. Donc, il faut absolument protéger individuellement, voire avoir une réflexion tout de suite, hein, là, puisque la classification vient de changer, donc on n'a pas non plus tous les moyens collectifs à mettre en œuvre. Protéger individuellement et après améliorer les postes de travail pour utiliser et mettre en œuvre la réglementation spécifique des CMR. Nathalie, tu veux dire quelque chose? Voilà, mais les céramistes, oui, sont particulièrement exposés. Oui. Alors, la personne qui, a priori, travaille dans une entreprise de nettoyage demande une petite précision. Est-ce que c'est à l'entreprise de nettoyage de lister les risques ou au client chez qui l'agent va intervenir? Alors, ça fait partie du plan de prévention. Quand on signe un contrat avec une entreprise de prestataire, on doit partager les risques auxquels les risques qui sont émanants de l'entreprise utilisatrice et ceux qui sont émanants de l'entreprise d'accueil. Donc, ces risques doivent être listés pour être connus des deux parties et donc maîtrisés. Apparemment, est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère qu'on a répondu à vos questions dans le sens où vous attendiez. Voilà. En tout cas. Une dernière. Ah, d'accord. Alors, action de prévention, vous indiquez si c'est pas possible, qui définit que c'est possible ou non? L'entreprise. Et si un concurrent parvient à mettre en œuvre l'action de prévention, pourquoi pas eux? Une action peut-elle être imposée et si oui, par qui? Alors là, ça fait partie de l'analyse justement des circonstances d'exposition. On doit toujours tendre à réfléchir sur des situations de prévention collective.
vous pouvez aussi demander l'avis du service de santé au travail. Donc l'entreprise doit réfléchir par elle-même, hein, savoir ce qui se fait. Si vous avez des installations qui sont pas modernes, c'est clair qu'il va falloir peut-être penser à une modernisation. Mais si on étudie tous les procédés déjà de substitution, après, donc comme l'a détaillé Nathalie, les différentes sortes d'aménagements. Il y a également des partenaires, donc nous-mêmes sommes peut-être amenés à vous apporter des idées. Il y a également nos collègues de la CARSAT qui ont aussi des moyens de vous aider à financer une partie par exemple, des installations d'aspiration. Et puis, en dernier recours, qui peut vous imposer de faire quelque chose? Je pense que déjà, c'est pas nous. Nous, on n'imposera pas. Nous, on n'est que conseil. Après, s'il existe dans la littérature des moyens qui sont connus pour être efficaces, vous serez censé les mettre en œuvre. Si ça n'existe pas, je pense qu'on va pas vous taper sur les doigts parce que vous n'avez pas inventé le process qui va bien. Mais en tout cas, ça fait partie d'une réflexion partagée avec des professionnels à la fois techniques, hein, les gens de la maintenance, et puis les professionnels de la santé au travail. Et oui, voilà ce qu'on peut répondre. La personne vous remercie. D'accord. Bien, merci. En tout cas, je pense que nous avons débordé. Je vous remercie, nous vous remercions de votre attention. Vous souhaitons bonne continuation pour ces journées santé-travail. N'hésitez pas à échanger avec vos services de santé au travail et vos médecins du travail. On est là pour vous aider avant tout. À bientôt. Au revoir. J'ai cliqué. J'ai pas cliqué. Par où?